BFM Business, BFM Crypto, le club. Et on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui un haut fonctionnaire, Yorick de Montbine. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business, auteur de Bitcoin, Totem et Tabou et de comprendre le Lightning Network. Pas facile à dire. Pauline aussi avec nous, comme chaque lundi. Pauline Armandet, la newsletter BFM Crypto. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Newsletter toujours gratuite, à laquelle chacun peut s'abonner et qui sera diffusée tout à l'heure, comme chaque lundi. Ce sera à 18h, dans 1h22. Vous nous direz ce qui est au programme de cette nouvelle newsletter qui accompagne tous ceux qui nous suivent en début de semaine. Et puis Vincent aussi avec nous, Vincent Bois pour IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon début de semaine sur les cryptos. On a un Bitcoin qui monte à nouveau à plus de 24 900 $. On est proche des 25 000. Vincent, comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que cette barre des 25 000 $ est importante juste pour la psychologie collective ou c'est une barre technique également importante? Alors en effet, c'est une barrière technique importante. On voit que les marchés profitent aujourd'hui de la fermeture de Wall Street pour essayer justement de la franchir. 25 200 $, le plus haut qu'on a vu au mois d'août, et également le niveau, le point bas que le marché a choisi pour rebondir juste après Terra Luna, les premiers déboires des crypto-monnaies sur l'année 2022. Et ici donc 25 200, on essaye de profiter justement de cette fermeture pour les franchir. Et donc c'est le niveau important, que l'on soit en journalier, que l'on soit à plus long terme en hebdomadaire, et donc le dépassement serait un bon signe, mais il faudrait se maintenir au-dessus. Donc une clôture validée en hebdomadaire au-delà des 25 200 $ pourrait être justement une invalidation du scénario baissier. Donc pour le moment, on peut avoir des tentatives de dépassement. Et il y a peu de niveaux qui pourraient ralentir la tendance avant les 28 000 $. Mais ce qu'il faut, au-delà d'aller chercher d'autres niveaux plus hauts, c'est bien entendu tenter de se maintenir au-delà des 25 200 pour essayer d'invalider le scénario baissier qui domine encore. Je rappelle qu'il y a déjà eu 2 hausses significatives de plus de 40% depuis le début du marché baissier qui se sont soldées par de nouveaux points bas. Donc la hausse est intéressante. On le voit, c'est exactement la même hausse que sur le Nasdaq 100. Elle a commencé un peu après les autres indices au début de l'année. Donc 25 200, extrêmement important. Et comme je le dis, au-delà de le dépasser, il faut se maintenir pour invalider le scénario baissier. Si on le dépasse, c'est ce que tentent les marchés. Cela peut amener à une hausse un peu plus importante. Bon, évidemment, tous ces seuils techniques que vous identifiez ne constituent pas des conseils en investissement, on le rappelle. Et puis tous ceux qui veulent investir en crypto doivent le faire avec l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Ça reste bien sûr très volatile et spéculatif. On évoquait là le Bitcoin. Sur l'Ether, quel potentiel voyez-vous? Un potentiel différent ou qui à vos yeux épouserait celui du Bitcoin pour la suite? Alors pour le moment, on est exactement sur le même scénario. On n'a pas invalidé le scénario baissier pour le moment. On est allé rebondir il y a quelques séances sur un niveau technique le même que le Bitcoin, la moyenne mobile 50 périodes, un niveau technique que l'on suit de façon importante et qui est venu chercher donc cette résistance, les 25 200 sur le Bitcoin. Et bien ici sur l'Ether, on suit les 1730 $. Au niveau technique du support, c'est les 1420, l'ancien plus haut historique. On rebondit dessus. Si on le casse, on repart à la baisse. Et à la hausse, 1730 $. Si on se maintient à même psychologie que le Bitcoin, on peut le dépasser, mais ce qu'il faut, c'est se maintenir au-delà des 1730 $ pour tenter justement d'invalider ce scénario baissier. Au-delà des 1730, une validation en se maintenant et en allant chercher le dépassement des 1800 vers le seuil psychologique, bien entendu, des 2000 $. Mais attention, même si on vient le dépasser, comme on le voit souvent, des bull traps, une accélération, puis un retour sous ce niveau, attention tout de même, c'est le maintien au-delà qui nous invaliderait ce scénario baissier. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés cet après-midi. Vincent Bois pour IG en direct sur BFM Business. Alors c'est intéressant, là, on voit les cryptos qui repartent de l'avant. On va à nouveau mesurer ce que la première des cryptos, ce qu'on appelle le roi des cryptos, dans le ventre, c'est le Bitcoin. Yorick, le Bitcoin qui remonte lui aussi, donc proche des 25 000 $. On a le sentiment, on a vu d'ailleurs que les points bas de cet hiver crypto, alors on verra si c'était les points bas, mais en tout cas les derniers points bas se sont révélés plus hauts que les points bas des hivers crypto précédents. On a des points bas de plus en plus hauts d'hiver crypto. En hiver crypto, déjà ça c'est intéressant. Est-ce que vous estimez que le Bitcoin est en train de se stabiliser ? Non, je vois pas tellement de raisons de penser que le Bitcoin va se stabiliser. J'ai l'impression que son cours va rester volatile à court et moyen terme. Mais en revanche, il y a quelque chose qui me paraît important de souligner, c'est que le dispositif Bitcoin, lui, est d'une extraordinaire stabilité. Alors même que le Bitcoin,
pseudo quasi-monnaie Bitcoin est très instable. Et le dispositif Bitcoin est très stable, il est vraiment d'une stabilité remarquable dans un monde qui, lui, au contraire, est de plus en plus instable. Et je pense que si un jour le Bitcoin se stabilise à un niveau élevé... Le cours du Bitcoin, s'il se stabilise à un niveau élevé, ce sera probablement parce que le marché, les investisseurs, les utilisateurs auront progressivement accordé une valeur à cette stabilité du dispositif Bitcoin. Vous distinguez vraiment donc le cours du Bitcoin qui reste instable du système Bitcoin qui, lui, à vos yeux, est stable et toujours plus stable. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot, le système Bitcoin est stable? C'est quoi le système Bitcoin? C'est vrai que c'est important de bien distinguer les deux. Le dispositif Bitcoin, qu'on appelle Bitcoin avec un grand B, et le Bitcoin, l'unité numérique et comptable qui pourrait devenir une monnaie, qui est le Bitcoin avec un petit b. Donc il faut les distinguer pour les comprendre, mais en même temps, ils sont quand même indissociables. Et qu'est-ce que c'est le dispositif Bitcoin? En fait, c'est d'abord un ensemble d'installations physiques, des ordinateurs, des êtres humains, voilà, et puis un protocole. Un protocole, c'est un ensemble de règles qui permettent à des ordinateurs de communiquer. Et cet ensemble, en fait, assure un service. Et ce service, depuis 14 ans, en fait, il est d'une extrême régularité. C'est un service qui consiste à permettre du stockage et du transfert de valeur sur Internet sans tiers de confiance, de manière rapide, relativement anonyme, programmable et surtout incensurable. Et ce service-là, il est assuré avec une régularité, une prévisibilité, une fiabilité absolument étonnante. Il s'est montré infaillible depuis sa création? En fait, il n'a jamais été piraté. Donc c'est quand même un constat important. Et donc, vous savez, il y a une phrase qui dit, dans la vie, il y a que deux certitudes, la mort et les impôts. Mais en fait, on est en train d'arriver dans une situation où il y a une troisième certitude. C'est un bloc Bitcoin toutes les 10 minutes. Avec une précision métronomique, la blockchain Bitcoin produit un bloc toutes les 10 minutes, en moyenne sur 2 semaines. Mais c'est vraiment important de prendre ça en compte si on veut analyser le cours du Bitcoin, à mon avis. Et qu'est-ce qui fait cette stabilité du système Bitcoin que vous êtes en train de décrire? D'où vient cette stabilité? Alors, je crois que c'est un parti pris. C'est un choix qui a été fait par les développeurs, mais pas seulement les développeurs, aussi ce qu'on appelle les nœuds du réseau, c'est-à-dire tous les gens qui ont fait le choix d'avoir la base de données, qui est la blockchain, et le programme qui fait tourner cet ensemble. Et ce parti pris, en fait, on pourrait dire qu'il est conservateur, parce qu'il amène à, en fait, limiter les changements importants des paramètres fondamentaux de la blockchain Bitcoin. Mais ce n'est pas un conservatisme moral ou philosophique ou idéologique, c'est un conservatisme méthodologique. On est conservateur parce qu'on pense que c'est adapté pour le projet Bitcoin, qui est de devenir un système monétaire international. Et donc, on appelle ça souvent l'ossification. Le protocole Bitcoin est en train de s'ossifier. Ah bon? Il est en train de devenir... En fait, on va le changer de moins en moins avec le temps. Ces paramètres clés n'ont jamais changé. Ces paramètres clés, c'est par exemple le régime d'émission du jeton, c'est l'algorithme de consensus, ils n'ont jamais changé. En revanche, l'algorithme, le programme lui-même a beaucoup changé. Il s'est énormément étendu, il a été complété par rapport à ce qu'avait codé Nakamoto. Ça peut changer, c'est mouvant. Mais le protocole lui-même, on ne le change pas, on assume qu'il est destiné à s'ossifier. Et en revanche, les innovations comme le Lightning Network, la scalabilité, on le fait au-dessus de ce protocole, sur des protocoles complémentaires. Mais le protocole de base, lui, il est conservateur. Et en fait, ça a été beaucoup critiqué dans l'écosystème blockchain. On s'est moqué de Bitcoin, on a dit, regardez, Bitcoin n'avance pas, voilà. Mais en fait, c'est une qualité. C'est une qualité, c'est parfaitement assumé, c'est voulu, c'est une stratégie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Bitcoin aujourd'hui est toujours la crypto la plus valorisée. C'est parce que déjà, le marché reconnaît cette qualité. Et on est certain que le protocole, je veux dire le processus, le protocole, le système Bitcoin ne sera jamais modifié. On en est certain. Vous parlez d'ossification. Un os, ça peut casser. Enfin, en fait, c'est une question de probabilité. Oui. Il n'y a pas de certitude absolue. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité pour que des paramètres clés soient modifiés, elle est pratiquement nulle. Si on reprend ces deux exemples, l'algorithme de consensus, preuve de travail, qui est tellement critiqué, mais qui en même temps est un socle de la sécurisation du dispositif Bitcoin. Et si on prend le deuxième exemple, le régime d'émission,
la limite à 21 millions, le fait que le nombre de bitcoins émis toutes les 10 minutes est divisé par 2 tous les 4 ans, ça ce sont des paramètres absolument majeurs et la communauté, les nœuds du réseau n'accepteront jamais qu'on modifie ces paramètres parce que ça reviendrait à tuer la proposition de valeur de bitcoin et à introduire une incertitude alors qu'on est dans un domaine... Personne n'a intérêt. Personne dans la communauté bitcoin. À l'extérieur, il y en a beaucoup qui ont intérêt. Les concurrents font tout ce qu'ils peuvent pour décrédibiliser Bitcoin. Et évidemment, les États n'aiment pas beaucoup Bitcoin. Mais donc, voilà, ces paramètres ne seront probablement pas aucun modifiés. État, aucune entité ne pourrait être suffisamment nombreuse, parmi les nœuds notamment qui permettent de faire le Bitcoin, ne pourrait être suffisamment nombreuse pour justement choisir d'en changer les paramètres profonds parce que c'est leur intérêt politique en l'occurrence. Alors ça, c'est tout à fait possible. Et il y a plein de scénarios qui sont analysés, étudiés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait visible et que ça engendrerait une scission, ce qu'on appelle des hard forks. C'est-à-dire que, en fait, c'est déjà arrivé. Tout le monde peut proposer des modifications importantes du protocole. Et il y en a déjà eu beaucoup. Et il y a eu des scissions, il y a eu des bitcoins parallèles qui ont été créés, mais qui ont été des échecs. Le plus connu étant Bitcoin Cash. Et ce sera la même chose si Christine Lagarde veut faire son Bitcoin. Le BCE Bitcoin, si elle arrive à avoir suffisamment de nœuds du réseau pour accepter des modifications qui vont dans son intérêt, en fait, tout le monde s'en détournera et rejoindra un Bitcoin plus authentique. Donc vous diriez que la particularité du système Bitcoin par rapport aux autres cryptos, c'est que le Bitcoin, lui, engrange de plus en plus de confiance autour de lui avec le temps. Exactement. On est dans l'ossification dont vous nous parlez. On est dans un domaine où, en fait, la confiance, c'est l'actif le plus précieux. Et la confiance s'accumule avec le temps, avec les attaques auxquelles on résiste et avec les tentations de modification auxquelles on résiste. Et si on prend l'exemple d'Ethereum, par exemple, ils ont modifié l'algorithme de consensus, ils sont passés en proof of stake. Ça veut dire que indépendamment de la pertinence technique de ce choix, ils remettent les compteurs à zéro en termes de temps accumulé et de confiance accumulée dans la robustesse technique de leur dispositif. Et par ailleurs, ils ont modifié plusieurs fois le régime d'émission. Donc c'est aujourd'hui un régime d'émission qui est plus conservateur que le Bitcoin. Mais comme ils l'ont modifié plusieurs fois alors que le Bitcoin n'a jamais été modifié, en fait, il y a un problème de confiance maintenant qui pèse sur Ethereum. Est-ce qu'ils ne vont pas le modifier encore 50 fois dans les décennies qui viennent ? Et donc Bitcoin a un avantage par rapport à ses concurrents qui se renforce avec le temps. On est dans un domaine où l'avantage au premier entrant est une réalité, contrairement à beaucoup d'autres domaines de la technologie. On pourrait vous dire, au contraire, avec le merge, Ether, justement, aujourd'hui, est beaucoup moins énergivore qu'il ne l'était avant. On pourrait vous dire, avec le merge, Ether a atteint une scalabilité bien plus importante et donc Ether a moins besoin de se transformer qu'avant le merge. Donc, du coup, Ether y a gagné aussi, malgré tout. Il a gagné sur certains paramètres techniques ou marketing, mais en revanche, il a vraiment remis les compteurs à zéro en termes de confiance accumulée dans la robustesse technique. Ouais. Bon. Quel est l'intérêt de cette stabilité du système du protocole Bitcoin si en face le cours du Bitcoin lui reste aussi instable ? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui le cours reste très volatile, donc tout le monde est très frustré. Et puis les critiques de Bitcoin s'en donnent à cœur joie et disent mais regardez, votre chose là c'est un échec complet. Comme si une monnaie pouvait émerger ex nihilo sans créateur de manière décentralisée, devenir une monnaie mondiale stable, sans période de transition, sans incertitude, sans mouvement. Voilà. En fait, ces critiques sont irréalistes. Ils vivent sur une autre planète. Ils partent d'un scénario irréaliste pour critiquer Bitcoin. En revanche, ce qui est certain, c'est que... Eux disent que penser que Bitcoin est une monnaie et pour servir de refuge alors qu'on voit qu'il s'est cassé la figure même en temps d'inflation, ça prouve que c'était une chimère. Alors, ils ont raison de dire que Bitcoin n'est pas une monnaie. La question, c'est est-ce que Bitcoin est en train de devenir une monnaie ou a le potentiel pour devenir une monnaie ? C'est ça la question clé. Une transition monétaire, à vos yeux. Et il est dans cette transition aujourd'hui. La stabilité de son protocole est maintenant de plus en plus reconnue par les acteurs du marché. Et en fait, je pense qu'il y a des acteurs importants qui observent Bitcoin de près et qui ne sont pas prêts à en acheter maintenant. Ils ont besoin de plus de temps. Ils seront prêts à acheter à 100 000 ou 200 000 ou 300 000 $. Ça ne sera pas un problème pour eux. Ils auront besoin vis-à-vis de leurs actionnaires d'avoir attendu suffisamment longtemps pour leur montrer que le projet Bitcoin est crédible. Et alors ça ne va pas se faire d'un seul coup, ça se fait de manière transitoire. Et on est dans cette transition aujourd'hui. Bon, et du coup, il va rester instable combien de temps le cours du Bitcoin à vos yeux ? Alors aujourd'hui, il est instable parce qu'il est tout petit dans les marchés financiers et donc il est très vulnérable aux chocs de demande.
Ouais. Positif ou négatif. Donc c'est parfaitement logique et mécanique. Là encore, les critiques sur cette volatilité, en fait, sont hors sujet. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'adoption se poursuit malgré cet inconvénient. Et donc, il suffit de supposer que ça va se poursuivre. Et si ça se poursuit, le cours se stabilisera parce qu'il deviendra moins vulnérable au choc de demande à mesure qu'il aura pris une proportion plus grande des marchés financiers. Et c'est vrai que malgré l'hiver crypto, effectivement, l'adoption du Bitcoin a continué de croître dans le monde. Du côté des détenteurs de Bitcoin, leur nombre a augmenté pendant cet hiver crypto. Et du côté des institutionnels aussi, on a vu pas mal de passerelles continuer de se construire avec l'écosystème crypto au sens large. Voilà, la détention continue dans des pays en développement, les projets continuent, voilà. Pauline, alors justement, on va rester dans cette thématique du Bitcoin, la façon dont l'écosystème crypto perçoit le Bitcoin à l'issue. On verra si c'est l'issue de l'hiver crypto, mais en tout cas, après cette année 2022 très très compliquée, vous avez interviewé Kevin Loaek. D'ailleurs, cette interview sera retrouvée tout à l'heure dans la newsletter BFM Crypto à 18h. Kevin Loaek, c'est pas n'importe qui dans l'écosystème. Je vous demandais si vous le connaissiez, parce que moi, je découvre tout ça. Hein, et vous me disiez, mais bien sûr, c'est une star. C'est ce que vous disiez, qui est très connu. Voilà. C'est un bitcoiner maximaliste, en l'occurrence. Et il vous a livré sa vision du Bitcoin, Pauline. Oui, et du coup, c'était super intéressant. Kevin Loaek, du coup, il est patron et cofondateur d'une entreprise spécialisée dans la sécurité sur le Bitcoin. Et donc lui, il a découvert la crypto-monnaie en 2013. Au départ, il découvre son fonctionnement, notamment le fonctionnement de la blockchain. Et il mettra 1 an avant d'acheter d'ailleurs ses premiers bitcoins. Et puis très vite aussi, ce qu'il découvre au sein de cette communauté, et vous en avez un peu parlé, c'est les développeurs et tous ceux qui travaillent sur cette technologie. Il explique dans l'entretien notamment qu'ils étaient un peu tous à avoir la vingtaine à cette époque, donc des gens normaux qui pourtant travaillaient sur une technologie et une blockchain qui était très spéciale, donc celle du Bitcoin, qui déjà, en tout cas à leurs yeux, avait le potentiel de, je le cite, changer le monde et surtout une façon pratique d'aider les gens. Alors justement, selon lui, selon ce Bitcoin maximaliste, à quoi sert le Bitcoin ? Alors ça va peut-être étonner ceux qui sont fans de crypto-monnaie à ce jour, mais pour lui, déjà le Bitcoin, ça va pas servir à l'heure actuelle à acheter rapidement sa baguette de pain ou tout autre type de service, malgré l'essor qu'on peut voir, de une pharmacie à Paris qui accepte les paiements en crypto-monnaie et autres types de commerce. En fait, pour lui, le Bitcoin notamment a une véritable utilité, c'est celle de pouvoir faire face à la censure et aussi de pouvoir protéger sa vie privée. Parce qu'en fait, il nous rappelle déjà 2 fondamentaux sur la blockchain Bitcoin. Celle qui fait qu'en fait le Bitcoin, si on veut payer sur la blockchain, ça sera toujours plus lent et plus cher que d'autres alternatives de paiement. Typiquement, si on veut réaliser un paiement à l'heure actuelle, la moyenne en termes de temps, c'est 1 heure. Enfin, c'est assez énorme. Et pareil, il y a des frais associés à ces types de paiements, des frais qu'on paye aux mineurs de Bitcoin, qui peuvent aller de quelques centimes à quelques dizaines, voire peut-être centaines d'euros. Donc en fait, c'est pas... ce point de vue-là, il n'y a pas d'avantage comparatif favorable au Bitcoin, parce que c'est plus long et plus cher que si on passe par d'autres blockchains. En revanche, c'est, à ses yeux, c'est le prix de la liberté. Voilà. En cela que Bitcoin est absolument, à ses yeux, incontournable. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, il y a une citation assez phare à retrouver dans l'entretien où il explique que selon lui, en fait, le Bitcoin, c'est une monnaie du marché noir. Au même titre que, par exemple, évidemment, le cash. Alors, il entend par marché noir, il ne s'agit pas de transactions immorales, mais nécessaires pour la liberté. Mais... c'est assez intéressant de comprendre aussi son point de vue. Alors, il peut être aussi radical, il n'est pas partagé par tous les bitcoins maximalistes, mais pour lui, le bitcoin, c'est surtout une monnaie de dernier recours. Ça va s'adresser à des personnes qui sont dans l'incapacité de réaliser des transactions, qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne peuvent pas faire de paiement en ligne. Donc, c'est vraiment cette vision-là qui va avoir, notamment, de l'utilité en fait de cette crypto-monnaie. Mais quand on dit, et comme il le dit donc, et comme il l'assume, Kevin Loaek, c'est une monnaie du marché noir, Yorick, ça peut sous-entendre que c'est aussi une monnaie qui permet de faire des choses peut-être illégales aussi. Mais c'est très bien comme ça, c'est-à-dire qu'une monnaie... Blanchiment, financement du terrorisme... Et pourquoi pas, en fait, une monnaie ne peut pas devenir une monnaie mondiale si elle ne sert pas à vos ennemis et aux malfaiteurs et aux gangsters. Si on veut quelque chose qui ne soit pas accessible à tout le monde, ça ne peut pas être une monnaie.
En revanche, évidemment, il faut des réglementations pour éviter le financement du terrorisme, les trafics illicites, etc. Pouvoir tracer, et la blockchain de Bitcoin le permet, on peut tracer. Exactement, et la plupart de ces trafics ne sont pas sur la blockchain Bitcoin aujourd'hui pour cette raison, et Kevin le dit très bien dans son interview d'ailleurs. Son point de vue n'est pas si radical que ça en fait. À l'origine de Bitcoin, il y a un projet philosophique de protection de la vie privée et des libertés. Et ce projet-là est toujours là, il n'a pas disparu, et il n'est pas incompatible avec le fait de faire de la spéculation, de gagner de l'argent, de créer des innovations technologiques. Mais il reste un peu la base en fait. Ouais. C'est un projet qui n'a pas disparu, mais c'est vrai que, par exemple, je m'étais amusée à discuter avec des gens qui ne sont pas du tout dans les crypto-monnaies en leur demandant, voilà, pour toi, ça t'évoque quoi les crypto-monnaies? Et de suite, on me dit, ah, mais quelqu'un qui est dans le Bitcoin ou qui a des Bitcoins, c'est forcément un capitaliste, c'est vraiment quelqu'un qui est là que pour l'argent, etc. Et c'est vrai qu'en termes de stéréotypes, pour l'instant, on peut aussi beaucoup associer les crypto-monnaies plus à cet aspect-là de capitalisme, de spéculation, d'investissement, que aux fondamentaux, notamment de décentralisation, etc., enfin, qui font le... Non, mais on peut avoir tous les stéréotypes et tous les fantasmes qu'on veut. Ça fait partie de la transition. Voilà, en fait, moi je plains ces gens-là parce qu'ils vont découvrir Bitcoin très tard, ils en achèteront à un prix exorbitant. Et peut-être que ça ne sera que justice. Mais dire que Bitcoin est le triomphe du capitalisme à outrance, mais pourquoi à ce moment-là les banques et tous les grands financiers du monde détestent Bitcoin ? Voilà. Bon, et puis par ailleurs, c'est pas un mal d'être capitaliste. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Yorick de Montbine, haut fonctionnaire, régulièrement à nos côtés, auteur de 2 rapports très intéressants, Bitcoin, Totem et Tabou, et comprendre le Lightning Network. Merci Pauline aussi, votre newsletter à 18h. À l'heure, très intéressante aussi. Chacun peut s'y abonner, elle est gratuite. Pauline Armandet, cette newsletter, donc, est l'interview complète à suivre, à découvrir dans cette newsletter, donc, de ce Bitcoin maximaliste dont vous venez de nous parler, dont vous venez de nous dresser la vision du monde. Pauline, il s'appelle Kevin Loaek.